On parle beaucoup du plafond de verre, cette barrière invisible qui empêche les femmes d'accéder aux postes de direction. Mais il y a un deuxième phénomène bien moins connu dont on parle rarement, la falaise de verre. Ce moment où on vous confie enfin les clés, mais d'un navire en train de couler. On vous fait monter précisément là parce que la situation est intenable et que personne d'autre ne veut vraiment du poste. J'ai vécu ça plusieurs fois sans le savoir sur le moment. Et dans cet épisode, je vais vous raconter comment ça se passe de l'intérieur et quel biais cognitif vous empêche de le reconnaître à temps. Bienvenue dans Les Biais dans le plat, le podcast qui vous aide à décoder les biais cachés qui influencent notre perception, nos choix et nos interactions. Comprendre les raccourcis mentaux que nous utilisons tous les jours, c'est reprendre la main sur notre destin. Ça a marché pour moi, je vais vous montrer comment y arriver aussi. Printemps 2022. Après avoir progressé seule durant toute ma vie professionnelle, on me propose ce qui ressemble au job de mes rêves. Je deviens directrice. Et pas de n'importe quoi. Directrice d'un programme stratégique de plusieurs centaines de millions d'euros. J'y suis. Le job pour lequel j'ai bossé toute ma carrière. Le job de la reconnaissance par mes chefs, mes pairs, mes collaborateurs. Quelque part aussi la reconnaissance de mes parents et de mes proches. Ce que je n'avais pas vu, c'est ce qui allait se passer ensuite. En moins de 8 mois, j'étais remerciée. Chef numéro 1, j'ai même pas envie de commenter. Chef numéro 2 me qualifie d'hystérique et chef numéro 3 ne m'a jamais adressé la parole. Un entretien avec les ressources humaines et 8 minutes plus tard, on me propose de demander une rupture conventionnelle. Je raconte cette histoire dans un article sur mon site et je le dis avec la même conviction qu'à l'époque. Merci à eux pour le plus beau cadeau qu'ils m'aient offert à ce moment-là. Mais ce que je veux explorer aujourd'hui dans cet épisode, c'est ce que je n'avais pas vu en acceptant ce poste, ce que j'aurais dû voir et ce que les biais cognitifs m'ont empêché de voir. Parce que ce que j'ai vécu là, ça s'appelle la falaise de verre. C'est le jumeau maléfique du plafond de verre, celui dont on ne parle presque jamais. Au sommaire aujourd'hui, on va parler du plafond de verre, ce que c'est vraiment et comment il se vit de l'intérieur, de la falaise de verre, le piège dans le piège, des biais cognitifs qui nous empêchent de voir l'un comme l'autre à temps, et de ce qu'on peut faire sans faire porter la responsabilité sur celles qui en sont victimes. Alors, qu'est-ce que le plafond de verre? L'expression plafond de verre vient de l'anglais. Elle est apparue en 1978 sous la plume d'une consultante américaine nommée Marilyn Loden, qui cherchait à décrire quelque chose que toutes ses interlocutrices reconnaissaient sans avoir su réellement le formuler. Cette limite invisible, au-delà de laquelle les femmes ne semblaient pas pouvoir monter sans qu'aucune règle officielle ne l'interdise. La métaphore est d'une justesse redoutable. Le plafond de verre est invisible. On ne s'y cogne que quand on l'atteint. Et même là, il est très difficile d'expliquer à quelqu'un qui ne l'a pas vécu que quelque chose bloque, puisqu'on ne voit rien. Ce n'est pas une règle, pas une décision assumée. C'est un système de frein invisible, nourri par les biais cognitifs des membres de l'organisation, nourri par des stéréotypes de genre, des normes silencieuses, qui s'appliquent différemment selon que vous êtes une femme ou un homme. Quelques chiffres pour ancrer ça dans la réalité. À l'entrée sur le marché du travail, les femmes représentent environ 50% de la main-d'œuvre. Au niveau managérial intermédiaire, elles ne sont plus que 37%, et finalement seulement 12% parviennent à diriger une PME ou une ETI en France. Mais la statistique qui me frappe le plus, c'est que les femmes estiment qu'elles doivent répondre à 100% des critères d'une offre avant de postuler, alors que les hommes candidatent dès 60%. Ce n'est pas de la timidité, ce n'est pas un manque d'ambition, c'est le résultat d'un conditionnement profond chez elles, mais aussi chez les recruteurs. J'ai eu une prise de conscience très nette là-dessus en 2019 lors d'une formation Women Leadership. D'abord agacée d'y être convoquée, on était 12 cadres féminines sélectionnées par leurs managers masculins pour la grande majorité, j'ai passé la première journée à fustiger intérieurement l'intervenante qui nous répétait sans cesse l'expression règle du jeu, quand tout à coup, nous étions toutes, au même moment, vent debout pour le rappeler que le travail n'était pas un jeu pour nous. Ce moment de soulèvement commun, unique, a été pour moi le déclic. Non seulement l'entreprise est un grand terrain de jeu, mais les femmes ne connaissent pas les règles, parce que ce sont des règles faites par et pour les hommes. Ce qui faisait ma fierté professionnelle, ma construction de femme sérieuse et irréprochable, c'était aussi ce qui me maintenait à l'écart des codes qui permettent de monter. Quand les filles jouent à la marelle dans un coin, les garçons se battent pour intégrer l'équipe de foot. Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité que j'avais intégrée très tôt sans jamais la questionner.
Ce plafond, je l'ai aussi senti à plusieurs reprises dans ma carrière sous forme plus concrète. Ce moment où vous réalisez que vous avez fait le même travail qu'un homme et que lui a eu le titre, le périmètre, la visibilité. Alors que vous, quand vous posez la question, on vous répond que ce n'est pas le bon moment, que vous n'êtes pas encore prête et qu'on vous demande de prendre sur vous. Cette expérience de douter de sa propre perception, de se demander si c'est le système ou si c'est vous, c'est précisément ce que le plafond de verre produit. Il est conçu pour être niable, pour vous faire questionner votre lecture de la réalité. Ensuite vient le plafond de verre, le piège dans le piège. Revenons en 2022 et à ce poste qui ressemblait au job de mes rêves. Directrice d'un programme stratégique, 1,5 milliard d'euros, une mission pour la Émilie que nous sommes toutes. Des millions de filles auraient tué pour ce job. Ce que je n'avais pas mesuré au moment d'accepter, c'est dans quel contexte exact ce poste était apparu. Il avait été présenté en comité de direction comme vacant et ne trouvant pas de preneur. Mon N+2 m'avait poussé dessus pour se faire bien noter par son chef, ne pensant sans doute pas que je l'aurais. Et la décision avait été prise en moins de 15 jours. Et à peine arrivé, j'avais conscience que mon rattachement hiérarchique ne me permettrait pas de remplir ma mission. J'en ai alerté mon N+1 que j'ai découvert rapidement tyrannique et obsessionnel du contrôle. Personne n'avait jugé bon de m'en parler et personne n'avait d'ailleurs jugé bon de m'inviter à Vivatech malgré la présence d'une délégation que je gérais. Puis, quand j'avais mis le feu aux poudres en demandant simplement des points réguliers à ma hiérarchie, personne ne m'avait fait de réponse. J'avais été nommé pour ma valeur, j'ai été remercié en 8 mois, et il n'y avait que moi pour croire que je travaillais pour la valeur de mon employeur. Ça s'appelle la falaise de verre. Le concept a été documenté en 2005 par les chercheurs Michel Ryan et Alexander Alslam. Ils ont analysé les nominations de femmes au conseil d'administration de grandes entreprises britanniques et découvert quelque chose de frappant. Les femmes n'accèdent pas au poste de direction dans les mêmes conditions que les hommes. Elles y accèdent préférentiellement dans des périodes de crise, d'instabilité, de turbulence organisationnelle, quand les candidats habituels ne se font discrets, quand le poste est difficile à pourvoir, quand le risque d'échec est élevé. On leur confie la barre d'un navire en train de couler, et quand il coule, on conclut qu'elle n'était pas faite pour le diriger. C'est le double piège. Le plafond de verre les empêche de monter dans les périodes de stabilité, la falaise de verre les expose au maximum dans les périodes de turbulence. Dans les deux cas, le système est construit de façon à ce que l'échec leur soit attribué et le succès relativisé. On en voit des illustrations politiques très nettes. Theresa May, nommée première ministre britannique dans le chaos du Brexit. Kamala Harris investit candidate présidentielle en urgence à quelques mois du scrutin. Et dans le monde de l'entreprise, Marissa Mayer, nommée PDG de Yahoo quand le groupe était déjà en chute libre. Aucune de ces femmes n'a accédé au sommet dans une période de calme et de croissance. Et maintenant, laissez-moi vous dire ce que ça fait de l'intérieur. Parce que quand on vous propose ce type de poste, ça n'est pas présenté comme « voilà une situation intenable, vous êtes la dernière roue du carrosse ». C'est exactement l'inverse. On vous dit que vous êtes la personne qu'il faut, que votre profil est unique pour relever ce défi, que c'est une opportunité rare, une marque de confiance exceptionnelle. Et vous y croyez, parce que vous avez envie d'y croire, parce que vous avez travaillé pour ça, parce que vous le méritez, et flattez qu'on vous fasse confiance. Vous ne voyez pas qu'on vous positionne en solution de secours, pas en figure de légitimité. Alors quels sont les biais cognitifs qui vous empêchent de voir ? Si la falaise de verre est si difficile à reconnaître en temps réel, c'est parce que plusieurs biais cognitifs travaillent à la rendre invisible. Premier mécanisme, l'effet Barnum appliqué à la flatterie professionnelle. Quand on vous dit « vous êtes la personne qu'il faut pour ce défi », cette phrase semble personnalisée, taillée pour vous. Mais en réalité, c'est une formule suffisamment vague et valorisante pour que n'importe qui ayant travaillé dur pour sa carrière s'y reconnaisse. Exactement le mécanisme de l'effet Barnum. Cette tendance à accepter une description générale comme si elle vous était adressée spécifiquement. Et quand ce compliment nous est adressé directement, on lui accorde encore plus de crédit. On est moins critique envers la flatterie qui nous concerne qu'envers la même flatterie observée de l'extérieur. Résultat, on retient « on croit en moi » et pas « ce poste est en crise et personne d'autre n'en voulait ». Quand quelqu'un nous dit que nous sommes la personne idéale pour ce défi difficile, notre cerveau enregistre deux choses simultanément. L'information sur le poste et l'information sur nous-mêmes. Et la deuxième écrase la première. On retient surtout, on pense que j'en suis capable, et pas le poste est en crise, personne n'en veut. L'effet Barnum nous pousse à surpondérer l'information positive sur soi
au détriment de l'analyse objective de la situation. Deuxième mécanisme, la rareté de l'opportunité comme anesthésiant. Dans les parcours de femmes qui ont su batailler pour leur légitimité, il y a souvent ce moment paradoxal où quand l'opportunité arrive, enfin, on ne veut surtout pas la questionner. On a tellement intégré l'idée qu'il faut saisir les occasions quand elles se présentent parce qu'elles sont rares, parce qu'on ne sait pas s'il y en aura d'autres, qu'on s'interdit d'évaluer froidement les conditions dans lesquelles elles arrivent. La rareté de l'opportunité court-circuite l'analyse de l'opportunité. J'ai mis du temps à comprendre que c'est exactement ce qui s'était passé pour moi. J'avais survécu à mon expérience précédente dans une usine. J'avais fait un pitch à la numéro 2 de la boîte. J'étais enfin rappelé au siège pour diriger un programme stratégique majeur. Remettre en question les conditions de cette nomination aurait semblé absurde, voire ingrat. Troisième mécanisme important, le biais d'attribution. Quand le poste est difficile et que les choses se compliquent, on s'attribue les difficultés plutôt que de les lire comme le résultat d'un contexte objectivement problématique. Je n'ai pas su m'imposer, je n'ai pas trouvé le bon moyen, c'est ce qu'on se dit, alors que la situation était peut-être intenable pour n'importe qui. Et le système, lui, est ravi de cette lecture parce qu'elle confirme exactement ce qu'il voulait pouvoir dire si ça ne marchait pas. Quatrième mécanisme important est dans la continuité du biais d'attribution, le double standard dans la lecture des échecs. Un homme ambitieux est un leader, une femme ambitieuse est carriériste. Un homme qui échoue à redresser une situation compromise a fait face à des vents contraires. Une femme dans la même situation n'était pas à la hauteur. Ce double standard dans la lecture des échecs fait partie intégrante du mécanisme de la falaise de verre. Si vous tombez, la chute est lue comme une preuve de votre limite. Si vous survivez, c'est exceptionnel, pas normal. Et le mot hystérique, que l'un de mes chefs a utilisé pour me qualifier quand j'ai exprimé mes désaccords, ce mot n'est pas sorti de nulle part. Il vient du grec hystéra, qui signifie utérus. Pendant des siècles, on a expliqué que les femmes étaient instables à cause de leur biologie. Ce n'est pas un hasard si ce mot est encore jeté à la figure des femmes qui osent s'affirmer aujourd'hui. Finalement, qu'est-ce qu'on peut faire sans culpabiliser celles qui en sont victimes ? Je veux être direct sur ce point avant de conclure. Je ne crois pas aux injonctions du type « imposez-vous » ou « soyez plus stratégique ». Non seulement parce qu'elles sont inefficaces, mais parce qu'elles font porter la responsabilité d'un problème systémique sur les individus qui en sont victimes. Ce qui change les choses, c'est une action à deux niveaux. Du côté des organisations, les biais cognitifs qui fabriquent le plafond et la falaise de verre sont largement inconscients. Donc on ne les combattra pas avec de la bonne volonté. Pour les combattre, il faut des processus, des critères de promotion transparents, des grilles d'évaluation standardisées, des feedbacks structurés, et surtout une vigilance explicite sur les conditions dans lesquelles les femmes accèdent au poste de direction. Pas seulement compter le nombre de femmes nommées, regarder dans quel contexte elles le sont. Du côté des femmes, ensuite, ce qui aide, c'est d'abord de nommer ces mécanismes. Parce que nommer la falaise de verre, c'est pouvoir se poser les bonnes questions avant d'accepter un poste exigeant. Non pas pour refuser par principe, mais pour négocier en connaissance de cause. Quelles sont les ressources disponibles ? Quel est le niveau de soutien réel de la hiérarchie ? Quels sont les critères de succès ? Et qui les évaluera ? Et finalement, dernière question importante, ce poste est-il apparu parce que personne d'autre ne le voulait ? Questions méfiantes. Ce sont des questions professionnelles, normales, que les hommes se posent, et on devrait se poser les mêmes dans les mêmes situations. Aujourd'hui, je voudrais terminer par quelque chose qui m'a pris du temps à formuler. Pendant longtemps, j'ai regardé ces postes difficiles que j'avais acceptés comme des formes de ma résistance. Ce que je suis capable d'encaisser, ce que je peux tenir. Et il y avait quelque chose de vrai là-dedans. Mais il y a aussi quelque chose de biaisé. Parce que je mesurais la valeur de ma capacité à survivre dans des conditions que d'autres n'auraient pas acceptées. Ce n'est pas la bonne mesure. La vraie question n'est pas « est-ce que je peux tenir dans cette situation ?» La vraie question est « est-ce que cette situation est construite pour me réussir ou construite pour me faire porter un risque que personne ne voulait ?» Ces deux questions donnent des réponses très différentes et la deuxième, je ne me la posais pas assez. Être remercié en 8 mois sur ce programme, ça aurait pu rester dans ma mémoire comme un échec. Mais avec tout ce que je sais aujourd'hui sur la fausse mémoire autobiographique ou le biais d'attribution, je peux lire cette période autrement. J'ai été positionné sur la falaise.
J'ai tenu 8 mois dans des conditions que la hiérarchie elle-même avait rendues impossibles. Et la rupture conventionnelle qu'ils m'ont proposée en 8 mois, c'est devenu le point de départ de tout ce que je construis aujourd'hui. Alors, le plafond de verre et la falaise de verre ne sont pas des fatalités. Mais pour les combattre, il faut commencer par les voir, par apprendre les signaux en temps réel, pas seulement après coup, et ne pas refuser d'interpréter la difficulté du contexte comme une preuve de son insuffisance. Parce que vous n'êtes sans doute pas insuffisante, c'est peut-être qu'on vous a juste mis dans les mains quelque chose d'intenable et que cette nuance, petite en apparence, change tout. Et merci d'avoir écouté cet épisode des Pieds dans le plat. Ce podcast vous est destiné. N'hésitez pas à me laisser un message pour me dire de quel sujet vous aimeriez que je traite. Et si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner, à le partager ou à me laisser un commentaire. Et souvenez-vous, le meilleur antidote au biais, c'est la curiosité. À très bientôt.